Comment on se basait pour déterminer les valeurs il se basait, la valeur monétaire, la valeur fiduciaire était égale au poids du métal. Voilà, au poids du métal. Voilà. C'est-à-dire qu'on fixait donc un prix pour le métal, Oui. qui était le même pour tout le monde, et puis après, On pesait les pièces. On pesait les pièces, d'accord. Voilà. Donc c'est le pont, le change, on venait avec son Voilà, argent, toujours on le pesait, puis il trébuchet. disait, vous avez le droit à tant, Voilà, ça vaut tant, voilà, d'accord. voilà. Alors il y avait des problèmes parce que les unités de mesure, bonjour, elles étaient un peu variables également. Mais justement, avec le change, ils faisaient de la gratte. Oui, parce que celui qui change, il garde une petite partie au passage. Voilà, exactement. Voilà. Donc, alors, évidemment, l'Église catholique a eu une phase où elle était contre les marchands, contre les riches, et puis bon, ça n'a pas duré longtemps. Alors il y a eu des va-et-vient, il y a eu l'histoire de Saint François d'Assise. Mais c'est resté vachement ancré dans la culture française, ça se fait. Oui, mais c'est ancré pour le bas peuple. Il y a toujours les balivernes pour le bas peuple. Le bas peuple, on lui bourre le mot avec des conneries. En général, comme aujourd'hui, on va te dire que le 11 septembre, c'est Ben Laden au fond de ses bras. Alors, quand tu regardes ça, intrinsèquement, t'es mort de rire. Si tu veux. Donc, on voit bien que c'est le seul point sur lequel je suis d'accord avec Soral, mais peut-être qu'il a copié sur moi, qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont basées sur les trois ordres. Oui. L'ordre du pouvoir, les combattants, l'ordre des clercs et l'ordre des travailleurs. Oui, les oratores, les bellatores et laboratores, en latin. On voit que ce système des trois ordres, on prend le symbole du triangle et de la Trinité, et que un pouvoir, comment peut-il fonctionner? Parce que nous, on est là pour raconter aux gens comment que ça se passe. Nous, on sait comment que ça se passe. On sait comment que ça se passe, on est révoltés. Tu vois? On est révoltés, on sait comment que ça se passe. Et si tous les gens savaient comme nous comment que ça se passe, ils seraient aussi révoltés. Mais, manque de peau, tu as BFM TV, Bobard, faux et mensonges télévision, qui est là, tu as Le Monde, l'immonde, alias l'immonde, tu vois, l'hibernation, et ils sont là pour te raconter des bobards. Ouais, c'est clair. Alors ils te disent, non, c'est c'est un peu les gardiens de l'ordre social. C'est les gardiens de l'ordre social. Voilà. Et donc l'Église, son boulot, ça a été d'être le gardien de l'ordre social. Ouais. C'est pour ça que quand il y a eu des grandes révoltes, souvent on s'en est pris à l'Église. Quand les gens y prennent conscience de ça, tu vois, quand il y a eu la réforme luthérienne et calviniste, c'était pour dénoncer la richesse de l'Église. Oui. Les autres, ils ont fait encore bien pire, mais bon, c'est pas grave, si tu veux, tu vois. Là, ils ont nettoyé tout, on recommence, ouais, on part de zéro, mais c'est pareil. Mais les principaux banquiers qu'il y a eu au Moyen-Âge, c'était de très très bons chrétiens, tu vois. Mais, ils trouvaient le moyen de s'en sortir, ils allaient se confesser, ils allaient aux croisades, ils allaient tuer quelques musulmans, après pouf, c'est bon, tu vas au paradis, quoi, une fois que tu as tué ton musulman, tu vois. Donc c'était ça l'histoire. Alors évidemment, on a rentré des légendes en disant, bah oui, mais il y avait que les juifs qui avaient le droit de prêter du pognon. Les juifs, ils prêtaient du pognon. Mais ce n'était pas ceux qui en prêtaient le plus du pognon. Je veux dire, les principaux banquiers étaient bien ce qu'on a appelé les Lombards. C'est-à-dire, en général, des Florentins. Les Lombards, c'est des Florentins, c'est la Lombardie, donc l'espèce de nord-est de l'Italie. On a appelé la Lombardie comme ça parce que les gens connaissaient mal la géographie. La Lombardie, c'était le nord de l'Italie. Tout le nord de l'Italie. En fait, c'était la Toscane. C'est la Toscane, ouais. Voilà, c'était la Toscane d'où est sorti ce capitalisme. Puis il y a aussi les Vénitiens, mais les Vénitiens étaient plus branchés sur les marchés extérieurs. Et puis le commerce avec l'Extrême-Orient, beaucoup, les Vénitiens. Les Vénitiens et Génois, en général, qui se foutaient sur la gueule quand ils se rencontraient, parce qu'ils ne pouvaient pas se voir. Donc ils étaient concurrents.
mais ceux qui jouaient avec le fric, c'était beaucoup des Florentins. Des Florentins, ouais. Voilà. Et donc le plus grand, le plus connu, Côme de Médicis, Cosimo qui lui Médicis, possédait à titre personnel les avoirs de la France et de l'Angleterre réunis, lui-même. Hein, tu vois, et c'est de là qu'est partie la Renaissance, parce qu'il a pu se payer des artistes, lui. Bon, voilà. Donc on voit que le capitalisme commence avec la finance et commence avec les bobards. Ouais. Hein, parce que forcément, il faut bien, que dans tout système d'exploitation, il faut bien que les gens acceptent leur exploitation, sinon ça ne marche pas. Ouais. Comment veux-tu accepter tes chaînes si on te dit, oui, ben regarde, t'es vraiment le roi des imbéciles d'accepter ça? C'est pas possible. Donc les clercs, ils sont là pour raconter les histoires. Et donc ils te racontent des histoires. Alors de temps en temps, on te sort un Saint François d'Assise pour les pauvres. Mais à côté, si tu veux, l'Église, elle a jamais peur des contradictions. Hein. Parce que d'un côté, tu as les franciscains, qui étaient limite hérétiques. Hein. François d'Assise, c'est qu'il est bien passé, mais il a failli se faire cramer quand même. Hein. Tu vois, hein, parce que ramener comme ça des guenillers et puis accuser l'Église d'être riche. Puis de l'autre côté, tu avais les cisterciens. Alors c'est capitaliste de chez capitaliste. Ouais, hein. ouais, Cisterciens, hein, tu vois, c'est la roue, c'est l'usine, c'est le marteau-pilon. Eux, ils inventent l'industrie, ils inventent tout, tu vois. Les cisterciens sont vraiment des entrepreneurs. Ils ont fait beaucoup d'ailleurs, hein, ils ont beaucoup apporté, beaucoup plus que les franciscains d'ailleurs, parce qu'ils ont apporté des tas de techniques industrielles et agricoles fantastiques, ces gens-là. Mais Bon. c'était quoi le but, par exemple, eux qui faisaient, s'ils avaient une industrie, ils s'enrichissaient pour la communauté ou pour... Oui, les cisterciens enrichissaient leur communauté, oui, bien sûr, ils vivaient en groupe, c'était un petit peu comme une scope, on va dire. Hein. Voilà, donc... et puis après, ils refondaient d'autres abbayes cisterciennes qui étaient très très chouettes, il en reste beaucoup. Et elle était sous le contrôle du pape? Ah bah bien sûr, ah bah bien sûr. Elle était sous le contrôle du pape, voilà. Donc, voilà un petit peu donc ce capitalisme qui commence, comme je l'ai dit, avec la finance, avec les gros bobards et avec le colonialisme, au moins l'aventure extérieure, hein, très tôt. Voilà. Donc là, maintenant, on va arriver à... On a vu 7. Voilà, on va arriver au capitalisme moderne, hein, qui commence à naître en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Alors, donc il y a eu le capitalisme médiéval basé sur l'exploitation de la force hydraulique. Ensuite, il va y avoir le capitalisme de marchandises, hein, c'est encore un capitalisme qui est essentiellement de marchandises, qui voit exploiter la machine à vapeur. Hein. Donc on voit la vue 7 et la vue 8. Donc la vue 7, c'est Adam Smith. Donc, Adam Smith, c'est le père de l'économie moderne, comme voilà, donc, et du libéralisme. Et du libéralisme, on peut dire. Ouais. Hein, voilà. Alors, Adam Smith, bon, lui, il dit que finalement, qu'il y a un ordre naturel. Ouais. Il y a un ordre naturel qui doit s'établir entre l'offre et la demande. Bon, des rapports. Mais Adam Smith avec ensuite Ricardo. Ricardo, ouais. Hein, Ricardo, derrière. Ricardo, c'est la vue 8. Bon, eux, ils vont commencer à décrire les mécanismes du capitalisme. C'est ça qui les rend intéressants. Ouais, ouais. Et ces mécanismes-là, cette description va être reprise par Marx. Hein, ça, c'est la vue 9. Ouais. Karl Marx qui va les analyser, les démonter un peu quand même. Oui, mais il va beaucoup s'inspirer des travaux de Smith et Ricardo, parce que finalement, maintenant, c'est pas, c'est pas un plagiaire finalement. Non, c'est-à-dire, est-ce que Marx, justement, il s'inspire pas des travaux effectivement de Smith et Ricardo, mais pour en sortir quelque chose qui est une critique politique quand même. Oui, et bien sûr. Enfin,
politique. C'est-à-dire quand tu dis Marx, il y a une contradiction toutes les deux lignes. Mais, donc on ne connaît pas. Celui qui connaît la pensée de Marx, il est pas né. Et je ne sais même pas s'il avait une pensée. Moi je dis... Dis-nous une contradiction par exemple de Marx. En bas... Je peux même pas te le dire. Ce que je peux t'expliquer, c'est que moi j'ai été membre du Parti communiste pendant 29 ans et que j'étais un petit cadre du PC et on m'a fait faire l'école centrale. Je t'en ai parlé. Oui, l'école centrale du Parti Parti communiste. Et puis j'avais des cours de philo-marxisme. Bon, on a lu le Capital avec les explications, parce que tu lis le Capital, tu regardes, tu comprends rien. Pas facile. Bah, si tu n'as pas fait d'économie, c'est compliqué. C'est pour très comprendre compliqué. les C'est comme principes. si tu lis Heidegger, moi il me faut 2 jours pour lire une page d'Heidegger. Tu vois, bon. Donc tu lis un truc, en plus ça a été traduit de l'allemand, et ça, on t'a déjà facilité les choses. Et le prof de philo-marxiste, à la fin, il dit ceux qui pensent avoir compris Marx, ben, ils n'ont rien compris. Ben, ça donne tout, et que finalement, Marx permet toutes les exégèses possibles et imaginables, a permis à des tas de gens de se présenter comme marxistes, parce que tu as le Marx jeune, Marx et Engels, qui écrivent le manifeste communiste, et ce manifeste communiste, c'est un pamphlet libéral, hein, parce qu'il fustige l'État et le salariat, principalement, comme les libéraux à l'époque. Donc il y a une conjonction entre le libéralisme et la pensée de Marx à ses débuts, une véritable conjonction idéologique, philosophique. Hein. Et alors que c'est finalement Engels qui a fait de la pensée de Marx une pensée politique. Plus que Marx lui-même. Hein. Parce que Engels, il écrit socialisme utopique, socialisme scientifique. C'est à partir de là que, en fait, il va faire du marxisme une doctrine politique, hein, en disant qu'il y a un socialisme utopique, celui de Proudhon et de Saint-Simon et des phalanstères, et de l'autre côté, il y a un capitalisme dit scientifique, en fait, il n'est pas plus scientifique que n'importe quoi, et qui est le marxisme. Voilà. Et donc, à partir de cette idée que Marx est scientifique et puis pas les autres, donc va se créer une idéologie, alors que la pensée de Marx est tout sauf une idéologie. Hein, c'est pas une idéologie. Ah bah là, il y a des gens qui sont en train de sauter sur leur chaise. Là. Ouais, alors que Engels en a fait une idéologie. Comment ? Il y a beaucoup de gens, même des partis politiques français qui se revendiquent de Marx. Hein. Oui, mais c'est un non-sens. C'est pas Marx. On peut prendre Marx comme un chercheur, comme un philosophe, comme quelqu'un qui va essayer d'expliquer le réel à sa manière, mais jamais dans Marx il y a la moindre idéologie, moindre système politique. C'est un système descriptif. Et donc oui, il va décrire le capitalisme, et dans le Capital, et il va mettre en avant une loi dont j'ai déjà parlé, mais c'est la loi principale du système. Hein, voilà, s'il faut dire, voilà, il y a un méchant, le méchant, c'est ça. C'est la loi de la baisse tendancielle du taux de profit qui est le méchant. Hein, voilà. Donc, c'est une loi inexorable qui, de la même manière, si je prends ça, hop, je lâche, ça tombe. Tu vois, c'est pareil. Donc, je peux être... Ah, je dis, c'est dégueulasse, je lâche ça, ça tombe. Tu vois, je suis pas content, j'aimerais que ça tombe pas. Tu vois. Et je peux dire, ah bah tiens, c'est pas bien, je vais fustiger la loi de la gravité, tu vois, en disant que la loi de la gravité, c'est pas bien. Non, pas du tout. C'est une loi tendancielle, inexorable, qui est due au système lui-même. Aussi, et qu'on peut faire tout ce qu'on veut, eh bien, on ne peut pas en sortir de là. Ouais. Voilà. Alors, et donc là, il faut s'arrêter là-dessus, parce que il faut expliquer ce que c'est que cette loi déjà. Si on ne comprend pas la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, on ne comprend rien et on va dire, ah ouais, c'est les juifs et les francs-maçons et je ne sais pas qui, alors que, bon, non. Voilà.
Alors, la loi de la baisse tendancielle du taux de profit provient du fait qu'il y a concurrence. Hein? Voilà, il y a concurrence, c'est-à-dire, voilà, moi je fabrique ça. Ça me coûte tant. Alors j'ai des moyens, j'ai des petites mains qui font ça, puis ça me coûte 10. Et puis, le mec à côté, il veut fabriquer ça, mais il se dit, si je veux vendre ça, hein, alors moi ça me coûte 10, je vais le vendre 20. Et puis le type, il fabrique exactement la même chose, il dit, mais moi si je veux le marché, il faut que je le vende 18. Hein, alors, toi, tu es un consommateur, tu vas au marché, tu es là, comme tout le monde, et tu vas regarder, ah bah tiens, ça c'est bien, quoi, ça s'ouvre, pouf, c'est bien, ça vaut 20, tu vas à côté, l'autre tu vas regarder, ah c'est bien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas acheter le moins cher. Ouais, acheter le moins cher. Voilà. Ah bon, alors, là, il y en a un qui va vendre, l'autre qui va pas vendre. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Bah tiens, c'est ballot, faut que je fasse quelque chose. Donc, bon, je dis, l'autre il va dire, ça me coûte 10, je vends 20, l'autre, ça lui coûte 10, il vend 18. Moi, je vais me débrouiller pour que ça me revienne 8, tu vois, et je vais vendre 17. Tu vois, un peu le truc. Donc ça, c'est quelque chose dont tu es obligé de faire. Bon, moi, j'ai été chef d'entreprise, à chaque fois, je suis confronté à ça, confronté à la concurrence, si tu veux. Quand tu es chef d'entreprise, c'est un concurrent. Tu as envie de le tuer, réellement. Tu vois, c'est comme le type qui rentre dans ton bureau et qui te demande une augmentation de salaire. Tu vois, voilà. Ton concurrent, bah, tu rêves la nuit que je sais pas guerre, quoi, quoi. son entreprise prenne feu ou explose ou je sais pas quoi. Pas gentil. Bah oui, non mais c'est pas gentil. C'est pas gentil, c'est l'ennemi. Tu comprends bien? Bah ouais, mais c'est... Bah, là, tu es dans un système concurrentiel. L'autre, c'est l'ennemi. Bon, d'accord. alors toi, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, tu vas réfléchir, tu vas essayer de faire en sorte que ton truc, au lieu qu'il te revienne à 10, il te revienne à 8. Hein? Bon, alors, tu as différents moyens pour qu'il te revienne à 8. D'abord, tu vas rogner sur les salaires, et puis tu vas faire en sorte que le type qui t'en fabriquait 10 à l'heure, bah, qu'il t'en fabrique 15. Tu vois? Hein? Et comme tu le payes le même prix, tu vois bien que la valeur de la marchandise, elle va diminuer. Hein? Puisque, en fait, Marx, il va dire que la valeur d'une marchandise est égale au temps de travail cristallisé dans cette marchandise. Bon. Donc, tu vas regarder comment les gens fabriquent ça. Alors, ils fabriquent ça comme ça. Donc, tu vas essayer de rationaliser la production pour de telle sorte, et puis tu vas les pousser aux fesses, hein, de telle sorte qu'ils en fabriquent plus dans le même temps. Hein, à force d'études, puis tu vas peut-être trouver des moyens. Comme on a vu dès le Moyen-Âge, on a utilisé les moyens mécaniques. Très très vite avec ces moulins à eau. Des tas de moyens mécaniques pour fouler le drap, etc., etc. Donc là, je vais inventer une machine, paf, qui va emboutir, qui va faire ça rapidement et qui va faire en sorte que le produit soit fait plus rapidement. Alors, à quoi je vais aboutir? Je vais inventer une machine pour fabriquer mon produit. Donc il va falloir que j'investisse dans la machine, hein, pour faire plus de produits dans un temps donné. D'accord. Déjà, je commence à investir. Donc déjà, mon outil de travail va commencer, la valeur de mon outil de travail va commencer à croître. Hein, tu vois, dès le Moyen-Âge, il fallait installer un moulin à eau, un truc avec des cames et tout. Ça devait coûter fort cher, des usines, etc. Et donc on commence ce processus inexorable, qui est que on va augmenter la valeur de l'outil de travail perpétuellement, parce que
Parce que l'autre à côté, il va faire pareil. Hein. Il va se dire, ah ouais, mais aïe, j'ai perdu mon marché, donc il va falloir que, pour que je veux faire ça, il va falloir que j'invente une autre machine et que lui, il en fait 15 à l'heure, moi, je vais en faire 20. Non, exactement. Voilà. Bon, et puis donc, il invente un truc qui fait ça, puis l'autre machin, l'autre qui va emboutir, et puis, etc., etc. Et puis, on a ce processus absolument inexorable d'augmentation de l'outil de production. Hein. Donc l'outil de production va être en inflation perpétuelle, le travailleur va diminuer, donc la part du salaire dans la marchandise va diminuer, puisque c'est ça qu'il faut chasser. Hein. Moi je prends le bilan de mon entreprise, je vois les salaires, puis les charges sociales, je deviens dingue. Je dis bon, faut que j'en enlève quoi. Ouais, mais c'est ça qui fait mal le capitalisme. C'est-à-dire, le capitalisme, c'est la mort du travailleur, forcément. Ben, forcément. Alors, on va voir les contradictions. Les contradictions de ce système-là. Hein. On va voir ces contradictions. Peut-être qu'on va en venir aux vues 21 et 22, parce que finalement, on va en arriver là. D'accord. Alors, je vois pas très bien d'ici sur le... Alors, parce qu'elles sont assez significatives. Elles sont très significatives. Voilà. Bon, voilà. Alors. Donc, ici, je montre un système en croissance. Ouais. Hein, parce que on voit bien que dans ce processus de baisse tendancielle du taux de profit, tant que tu es sur un seul produit, ce produit-là, bah, tu es foutu. Le produit va diminuer, va diminuer, va diminuer, et finalement, il va falloir que tu aies de plus en plus de machines, et puis il va y avoir un moment où le taux de profit va faire que le bénéfice à réaliser de la vente de ça c'est trop faible et trop... voilà. Trop faible. D'accord. Alors, bien évidemment, on va finir par trouver des gens qui gagnent moins. Hein. Qui gagnent C'est pour moins. ça que ça va finir chez les Chinois, chez les Vietnamiens, hein, parce qu'on va aller à la chasse perpétuelle au coût de production. D'accord. Hein. Bon. Mais, avant ça, ici, on peut montrer dans cette vue un processus de production en croissance tel qu'il a pu exister à plusieurs moments de l'histoire. Parce que la première étape, c'est où? C'est les capitaux, c'est ça? alors, pour expliquer. j'ai été un peu trop vite. Marx, il explique le processus et il dit, voilà, la valeur des marchandises tend à diminuer. Oui. Il explique pourquoi. Naturellement, on a compris. Le taux de profit tend à diminuer. Et que, donc à partir de là, lui il dit, mais le capitalisme creuse sa tombe. Parce que lui, il extrapole. Hein, et il voit que, finalement, que si je veux gagner du fric avec ça, je suis obligé de peser sur les salaires, peser, et j'introduis ce que Marx a appelé la paupérisation des producteurs, l'appauvrissement, j'appelle paupérisation de la classe ouvrière, c'est-à-dire des producteurs. Hein. Donc, dans son histoire, telle qu'il présente le capitalisme, donc lui, il commence à œuvrer dans les années 1840, et puis il va... je ne sais pas à quelle date il est mort, vers 1879, par là. Bon. Et puis, et quand il meurt, le capitalisme, il est toujours là, évidemment. Mais lui, il avait quand même prévu que ce capitalisme ne pourrait pas perdurer longtemps, parce qu'il existait quand même depuis le XIIIe siècle. Et puis, quand il le voit, il voit quand même toutes ces armées d'ouvriers pauvres, la paupérisation marche à plein. Il faut voir quand même que des ouvriers au XIXe siècle, comment ils vivaient, ils vivaient comme des chiens. Ouais.
Hein, faut voir les mineurs, tout ça, c'était vraiment quelque chose de terrifiant, Pas terrible après la la Révolution, vie des quoi. travailleurs à l'époque. Mm. Bon. Mais il y a une chose qu'ils n'avaient pas prévue, c'est l'union des ouvriers, l'érection de syndicats et de partis politiques proches des intérêts, qui défendaient les intérêts de la classe ouvrière. Ça, il n'avait pas prévu. Hein. Et donc, déjà, dès le milieu du 19e siècle, se met en place dans les pays anglo-saxons des unions, ce qu'on appelle les unions, hein, des syndicats. Et en France, c'est vraiment à la fin du 19e siècle que la CGT se crée. Hein. On était un peu plus en retard. Bah, parce que c'était c'était interdit en France, les réunions de syndicats. C'était interdit, même aux États-Unis, même dans les pays anglo-saxons. Tu as cette histoire du 1er mai, hein, qui sont voilà. c'est les pendus de Chicago, tu vois. Hein. Il y a une grève et voilà, on pend les grévistes, quoi. On les pend, les pendus de Chicago le 1er mai, tu vois. On faisait pas de... à l'époque, on tirait dans le tas. Ouais, mais c'est plus compréhensible pour les États-Unis que pour la France, quoi. Mais en Parce que ça veut dire que la France du 19e siècle, elle est particulièrement rétrograde. Salut à vous, bravo soldats du 17e. Il y a la fusillade de fourmis. Ouais. Hein, les fourmis, les mineurs, ils arrivent et la troupe tire dans le tas, quoi. Il y a des morts. Donc, tu vois qu'en France, c'est pareil. Le capitalisme est agressif. Pour moi, c'est le symbole même que l'argent a pris le pouvoir, quoi. Oui, voilà. Donc, il y a un rapport de force qui est extrêmement favorable aux patrons, comme on dit, et que les patrons, ils utilisent la force armée publique pour tirer dans le tas. Mais est-ce que tout ça, c'est pas la résultante, justement, du fait que la Révolution ait fait exploser les corporations et que l'ouvrier se retrouve sans protection à partir du 19e siècle? Oui, mais il a recréé sa protection. On a vu qu'aux États-Unis, les premiers trade unions... Ça met 100 ans à se recréer. Oui, ça se recrée d'une autre manière. Parce que les corporations, elles explosent fin 18e et les syndicats, c'est fin 19e. Voilà, les premiers. Oui, mais la corporation, c'est un système de défense d'artisans. C'est pas un système de défense d'armées de centaines d'ouvriers, quoi. Tu vois, il n'y a pas de... Les corporations, c'était quoi? Tu avais des tailleurs de pierre, tu avais des gens qui faisaient de la belle ouvrage, par métier. Mais dans le Fordisme, il n'y a plus de métier. Rappelle-toi les temps modernes. Mais c'est ça aussi à travers du capitalisme. Mais est-ce que c'est pas à travers du capitalisme aussi des métiers qui ne sont pas des métiers? Finalement, il n'y a pas de métier. Ça devient aliénant, c'est-à-dire l'ouvrier est aliéné dans son métier de base, il est aliéné. Mais le Fordisme, cher à Alain Soral, lui, il a inventé ça. Ah bon? Ah bah oui, lui, il adore Henry Ford, Alain Soral. Ah bon, ça m'étonne, mais bon. Voilà, il va rationaliser la production de telle sorte que les gens n'aient plus qu'un geste simple à faire. Mais il fait ses Ford T comme ça. Mais les Ford T, il va en vendre plein, donc les Américains vont rouler en bagnole. Bien sûr. Voilà. Oui. Donc est-ce que c'est bien que les Américains roulent en bagnole à ce moment-là ou pas? Est-ce que c'est bien que la voiture devienne accessible à des tas de gens? Parce que en fait, ce système-là, il a permis à des gens d'avoir accès à des biens que sinon ils n'auraient pas accès. Regarde, sinon on n'en serait même pas là avec cette caméra, tout ce matos, quoi. Il faut quand même regarder les choses en face. C'est que le capitalisme tel qu'il est a permis un développement considérable de la technologie. Considérable. Et tu penses que sans le capitalisme, il n'y aurait pas eu de ce développement technologique? Ah non, absolument pas. Absolument pas. Parce que justement, il a fallu à chaque fois dans ce jeu de la concurrence que chacun amène un produit nouveau. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le mec il fait ça, l'autre il fait ça. Bon, moi je me dis, pour un produit comme ça, je ne vais pas m'en tirer. Hein? C'est-à-dire que ce produit-là, qui est fabriqué par des gens à peu près similaires, donc vont arriver pratiquement à la même valeur. Ouais. Hein? Voilà, Pierre-Paul Jacques faisant ça va finir par une valeur qui va être à peu de choses près la même pour tous. Bon, ben moi je me dis, moi je vais fabriquer un produit qui n'existe pas.
Tu vois, j'ai fabriqué, tu vois, ils fabriquent des automobiles, l'autre il dit, ah ben, j'ai fabriqué un avion. Ah, ça n'existe pas. Ça n'existe Donc, pas. au début, lui, il est le premier à fabriquer ça. Ouais. Je suis le premier à fabriquer ça. Donc là, j'applique le prix que je veux. Ouais, Hein, tout c'est à ce fait. que Marx appelle la plus-value extra. Hein, parce que dans un produit courant, il y a une petite plus-value qui va servir à aller accumuler du capital, mais c'est tout petit. Par contre, si j'ai un produit nouveau, une innovation, hein, et ben, quand je l'ai sorti, j'ai pas de concurrent au départ qui Ah, le donc font. tu veux dire que ça va doper donc Voilà, alors l'innovation. donc, moi je fais ça, hop, tout de suite, j'ai une plus-value extra, les types, ils inventent le téléphone, le Radiocom 2000, j'en ai acheté un à l'époque, paf, 20 000 francs, un Radiocom 2000. Hein, maintenant, Portable, ça, ouais, c'est encore mieux. ça, c'est encore 10 fois mieux, ça coûte 3 francs 6 sous. Bon, donc l'un des premiers mécanismes du capitalisme, ça a été justement le fait que celui-ci n'a pu vivre qu'en mettant sur le marché des produits nouveaux. D'accord. Donc, on va dire une régénération par l'innovation technologique. Par l'innovation technologique, et on a vu un boom de technologies nouvelles apparaître pendant tout le 19e siècle. Le 19e siècle, c'est extraordinaire, notamment la fin on invente le téléphone, les communications radio, enfin tout. Ah bah, quoi. quasiment, oui. Quasiment. Oui, la voiture, l'avion, tout ce qu'on utilise maintenant a été inventé au 19e siècle. Combustion, etc. Ça, c'est du Enrico Fermi et puis du Hertz. Ça, c'est des inventions du 19e siècle. Hein, il n'y a pas d'invention du 20e siècle là-dedans. Ce ne sont que des inventions de la recherche scientifique du 19e siècle. Hein, voilà. Notamment l'utilisation des ondes pour transmettre. D'abord, il a fallu trouver qu'il y avait des ondes. Hein, et puis après, il a fallu, avec ces ondes-là, pouvoir envoyer des signaux. Hein, bah bon, ça, c'est quoi? C'est un appareil radio qui envoie, c'est un talkie-walkie, c'est tout. Bon, c'est agrémenté du fait qu'on a réussi à le faire plus petit, mais ce n'est qu'un talkie-walkie qui va communiquer à un relais qui... Hein, ça en race campagne, ça fait pas plus de 30 km, mais en ville, ça fait que quelques kilomètres, il y a des relais partout, hein, donc ça va pas très loin. Et donc, derrière, il y a une gestion de mon signal, avec une autre innovation technologique qui n'est pas vraiment une invention scientifique, qui est l'ordinateur, la machine de Turing, hein, qui a été inventée par un Anglais Turing pour casser la machine Enigma allemande pendant la guerre. Bon. Donc, mais du point de vue scientifique, ça c'est du 19e siècle pur et simple. Aucune invention scientifique après le 19e siècle. Donc au 19e siècle, on a, et notamment vers la fin, un boom dans les innovations technologiques. Et peut-être que si je sors de mon hôpital et de mes problèmes, j'ai le projet de faire une émission sur les technologies courantes, hein, et ce qu'apportent les technologies courantes dans la pratique sociale. D'accord. Hein, ma thèse, c'est de dire c'est la technologie courante qui amène la pratique sociale et qui fait changer les sociétés. Tu vois, hein, voilà. Mais il y a une interaction entre pratique sociale, technologie courante et le système en cours. Bon, tout ça, c'est un peu compliqué, je peux pas tout mélanger. Bon. Mais, donc on va revenir à ma vue, je ne sais plus, 21, où on va montrer comment un système capitaliste peut amener de la croissance et de la croissance et du bonheur des gens. Hein, je t'expliquais, par exemple, l'histoire des 30 Glorieuses qu'il y a eu en France. Hein, voilà, moi, je suis né en 1945 et j'ai des souvenances à peu près à partir de 1950. Et je sais que mon père
en 1950, il roulait en vélo. C'est tout ce qu'il avait. On n'avait ni machine à laver, ni réfrigérateur, ni téléphone, ni automobile. Hein, on avait un pavillon de campagne, un petit pavillon de banlieue à Bobigny. Et puis voilà. Puis ma mère, elle prenait le bus et le métro, et mon père, il allait au boulot en vélo. Bon. Et que en 68, bah, mes parents, ils avaient tout. Ils avaient donc les premières choses que ma mère a eues, c'est la machine à laver, puis le réfrigérateur, puis la télévision, puis la voiture, puis le téléphone, et après, voilà, quand je commençais... C'était une période de prospérité absolue. Quand j'étais adolescent, mes parents, ils prenaient l'avion, ils allaient visiter, ils allaient en Égypte, voilà, bon. Voilà. Ils avaient eux-mêmes, en l'espace de 20 à 30 ans, complètement changé de vie. Complètement. Tu vois, donc tu peux pas dire que tout ça c'est dégueulasse. Non. Donc c'est pas dégueulasse. Mes parents, ils vivaient beaucoup mieux avant. Mais il y avait un contexte politique. Au sortir de la guerre, le Conseil national de la résistance. Il y avait des tas de choses, mais social qui a été imposé, voilà, qui était un contexte particulier. Mais ce qui montre que le système lui-même, il peut devenir positif, et on va voir aussi, c'est que il peut être positif pour lui-même, parce qu'il réagit sur son propre système. C'est compliqué un peu à expliquer. C'est que moi, je suis capitaliste. Le mec, il rentre dans mon bureau, il me demande une augmentation de salaire. Je lui dis, va te faire foutre. Tu vois, hein? C'est-à-dire que là, tu vas me bouffer dans mon assiette. Bon. Mais, globalement, pour tous les capitalistes, il est mieux que le mec, il a une augmentation de salaire. Pourquoi? Parce qu'il va avoir un pouvoir d'achat supérieur. Et donc, là, il va pouvoir devenir un marché. Le problème, c'est que le travailleur est aussi un marché. Et que moi, je fabrique des marchandises pour un marché. Donc, en tant que vendeur, il faut que je trouve des gens qui aient du pognon. Mais en tant que fabricant, il faut que j'en donne pas à mes gens. Tu vois la contradiction? Tu vois le problème? Et donc, tu ne feras jamais un patron, il fera lui-même la démarche, jamais un end bottom line manager ou president, comme j'avais, il regarde que la ligne du bas et le reste, il n'a rien à foutre. Jamais il va faire la démarche de dire socialement, il faudrait que les gens aient de l'argent parce que je vais avoir un marché. Mais non, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc il y a personne qui dirige le capitalisme. Le capitalisme n'est pas dirigeable. Il n'y a que des interactions d'individus. Ouais, mais tu peux aller dans un certain sens. Par exemple, favoriser les grandes entreprises, comme c'est le cas aujourd'hui. Oui. Alors, il y a, dans le capitalisme, il y a lutte de classe entre ceux qui en profitent et ceux qui n'en profitent pas, et ceux qui en profitent moins. Et donc, on va voir qu'il y a de cette lutte de classe, il y a une résultante. Notamment, on va voir que cette lutte de classe, ces syndicats vont favoriser le capitalisme. Le principal allié du capitalisme au XXe siècle, ça a été la CGT. Tu vois? Parce qu'en voulant pérenniser... Le patronat français, il devrait avoir une grande statue des secrétaires généraux de la CGT. Sans la CGT, le capitalisme n'aurait pas pu exister. Enfin, ils vont manger ensemble au siècle. Hein, aussi. Oui, au bout d'un moment, il y en a qui se disent « Ah ouais, mais quand même, bon... » Mais on voit très bien que les syndicats faisant leur travail de syndicat normal, hein, qui est celui de demander des salaires meilleurs pour les ouvriers, qu'est-ce qu'il faut en même temps que les ouvriers ont des meilleurs salaires? Eh bien, il leur permet de consommer et donc de devenir des marchés. Et donc, ils font en sorte que les patrons aient des marchés. Alors, on voit le système en croissance, hein, on voit en haut, donc le petit carré du haut qui représente l'industrie, hein, et que dans cette moulinette, l'industrie est en hausse, mais quand même en même temps qu'il y a la baisse de la valeur des marchandises. La baisse de la valeur des marchandises, c'est inexorable. Ça baisse tout le temps. Bon. Mais on voit que la première ligne, la première case à côté en bas,
hein, on voit technologie nouvelle à valeur élevée. Hein, et on voit qu'au-dessus, eh bien, il y a les capitaux, mais c'est petit. Les capitaux, ils servent à l'industrie, en gros, mais les banques gagnent un peu de pognon, mais là, le capitalisme investit dans les technologies nouvelles. D'accord. Comme ça s'est fait au 19e siècle et une grande partie du 20e siècle. Le capitalisme se dit, on va gagner de l'argent avec l'industrie dans les technologies nouvelles. Donc on va améliorer, on va faire des avions, on va faire des trains, des TGV, des voitures meilleures, etc., etc., avec tout, des ordinateurs, avec tout ce qu'on a maintenant. Donc ces capitaux vont s'investir dans ces technologies nouvelles à valeur élevée. Hein, parce que qu'on voit qu'à chaque fois que tu as fait un tour, il y a baisse de la valeur des marchandises. Et quand tu reviens là, eh bien, il faut que tu retrouves une valeur élevée. Hein, tu vois? Donc pour ça, il faut créer de nouvelles technologies. Voilà. Et pour ça, il faut des technologies. Alors tu vois qu'en haut, quand tu as une technologie nouvelle à valeur élevée, tu vois en dessous, il faut des emplois hautement qualifiés. Tu vois qu'au bout d'un moment, le type, il vise son truc. Ça ne le fait pas au bout d'un moment. Hein. On voit bien que la qualification, moi j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie, bon, j'ai vu que ce qu'on demandait aux gens,